Merci de votre invitation. Bonjour tout le monde. Et cette présentation que j'assure a été réalisée avec Rémi Barbieri, que vous avez eu le plaisir d'écouter ce matin et qui répondra aux questions parce que malheureusement, vous le savez, les calendriers sont très très contraints en ce moment du fait de l'épidémie Covid et il est possible que je n'ai pas la possibilité de participer à la séance de questions, mais Rémi qui a préparé ce diaporama avec moi est tout à fait à même de répondre aux questions qui seront posées. Donc, cette présentation est enregistrée depuis l'IHU Méditerranée Infection, où les travaux que je vais vous présenter ont été réalisés. Et en réalité, il s'agit de travaux que nous réalisons avec Didier Raoult, avec Gérard Aboudaran, et puis avec les plus jeunes doctorants depuis maintenant quasiment une vingtaine d'années. Et en fait de dynamique de l'épidémie, je vais présenter les aspects vraiment microbiologiques et toutes les techniques que nous avons mis en place depuis une vingtaine d'années au laboratoire pour démasquer ces épidémies de peste. Alors, épidémies de peste. Cela a été bien présenté dans ce colloque. On en a une connaissance, bien entendu, du fait des documents historiques, les textes historiques. Je crois que c'est celui par Barbieri a présenté tout à l'heure, et puis illustré ici par de magnifiques peintures qui sont à la fois des photographies de l'épisode de peste à Marseille, mais qui sont bien en même temps des œuvres d'art. Et puis pour les connaisseurs, il y a en effet dans ces différentes peintures des éléments de grammaire picturale qui donnent un certain nombre d'indications aux experts en art. Mais il y a aussi cet aspect photographique, et donc l'on voit sur cette représentation, vous voyez, de 1754, une vue du port de Marseille par lequel la peste est entrée à Marseille en 1720, et plus exactement sur le fond à droite devant nous, qui constituait déjà le port marchand de la Joliette à l'époque. Alors, le port de Marseille, comme tous les ports de Méditerranée, était équipé depuis le XIVe, XVe siècle d'un dispositif anti-épidémie. Les épidémies de peste sont connues depuis, lorsque l'on est à Marseille en 1720, ces épidémies sont connues depuis plus de 1000 ans. Et donc, les ports de Méditerranée, dont Marseille, se sont équipés de dispositifs. Le dispositif, à l'époque, était le dispositif de la quarantaine. Et c'est un point de discussion extrêmement moderne que de réfléchir sur la quarantaine, puisque ma présentation et les autres illustrent la faillite du système de la quarantaine. La quarantaine à Marseille, ça consistait en quoi? Eh bien, ça consistait, comme c'est indiqué sur cette diapositive, de disposer d'une part, et c'est le panneau, ce panneau-là, vous voyez, de disposer de ce qu'on appelait d'officiers de santé. Ces officiers de santé étaient des officiers municipaux, donc appointés par la ville de Marseille, par la commune de Marseille. Et ces officiers de santé, officiers municipaux, étaient chargés à bord des navires qui se présentaient au large de Marseille pour accoster et débarquer la cargaison et débarquer les matelots, et de consulter des registres de bord qui étaient tenus par les capitaines. Sur ce registre, les officiers de santé essayaient de tracer l'itinéraire en Méditerranée du navire, et en pratique d'essayer de regarder si ce navire avait fréquenté des ports de Méditerranée, essentiellement pour Marseille, de Méditerranée orientale, et savoir si le navire avait fréquenté des ports où l'on savait par ailleurs qu'il y avait des phénomènes épidémiques. Et puis on consultait également le livre de bord pour savoir s'il y avait eu des morts à bord, et en particulier des morts inexpliquées. Et munis de ces documents, eh bien, les officiers de bord autorisaient ou non le navire à accoster au port marchand, soit au Vieux-Port, soit au port de la Joliette, débarquer la marchandise, débarquer les matelots, ou bien au contraire, s'il y avait le moindre doute d'une possibilité d'épidémie à bord, eh bien, ils imposaient au capitaine une quarantaine, qui était une quarantaine stricto sensu, 40 jours au large, et la quarantaine consistait en réalité à ne rien faire du tout et attendre de voir pendant 40 jours s'il y avait des morts en pratique. Donc c'est ce dispositif qui existait depuis plusieurs siècles à Marseille et dans l'ensemble des ports des grands ports de la Méditerranée. C'est ce système de quarantaine qui a été mis en faillite au mois de mai 1720, quand un navire donné, qui s'appelle le Grand Saint-Antoine, qui était de type flûte hollandaise, donc un navire marchand relativement rapide, a abordé et en réalité, pour le faire rapide, a pu débarquer non pas les matelots d'ailleurs, mais la marchandise au port de la Joliette,
alors même que les documents de bord indiquaient que ce navire était à fort risque d'épidémie parce qu'il y avait des morts inexpliquées à bord, il y avait eu des morts inexpliquées pendant le voyage en Méditerranée orientale, et puis ce navire avait clairement fréquenté des ports de l'actuel Liban, qui étaient des ports connus pour présenter des phénomènes épidémiques. Donc, en principe, ce navire aurait dû subir la quarantaine rigoureuse, et ça n'a pas été le cas. La cargaison a été rapidement déchargée contre les livres de bord. Je laisserai les historiens expliquer plus avant cet événement, et la conséquence, au bout de quelques jours, vous voyez le navire, on autorise la cargaison du navire à être déchargée à la Joliette à la fin du mois de mai 1720, et vous voyez cette représentation par Michel Serres, un tableau que vous pouvez voir au musée de Marseille. Et donc, pour les connaisseurs de Marseille, c'est l'actuel cours Belzins qui est là représenté, qui à l'époque s'appelait le cours La Reine. Ces événements, sur le plan historique, se déroulent en période régence. On est juste après le décès du roi Louis XIV. Et donc, vous voyez la catastrophe qui suit le débarquement des marchandises du Grain de Saint-Antoine, avec, pour les gens qui auront le temps d'aller admirer ces tableaux et de zoomer sur ces tableaux, des scènes d'horreur en réalité. On voit là des cadavres qui sont descendus depuis cet hôtel particulier vers la chaussée. Vous voyez des charrettes qui vont emporter ces cadavres. Il y a des cadavres qui jonchent déjà le sol. On est face à un phénomène épidémique absolument terrible. On ne peut pas, même dans cette période de Covid, on n'arrive pas à se rendre compte de qu'est-ce que c'est que cette grande mortalité, comme les textes le rapportent, une grande mortalité dont je crois que mes collègues, confrères historiens évaluent le pourcentage quelque part entre 30 et 50% au bout de quelques mois de la population de Marseille. Donc c'est un phénomène cataclysmique absolument terrible. Face auquel, à côté duquel, ce que nous vivons actuellement est la roupie de Sansonnet. L'épidémie se répand à partir de Marseille très rapidement dans l'ensemble de la Provence, et vous voyez figurer là des données publiées par Michel Signoli et ses collaborateurs il y a quelques années qui pointent ces petits points noirs, c'est l'ensemble des communes qui vont être petit à petit atteintes par cette grande mortalité, par cette grande épidémie. Et donc, vous voyez que c'est en réalité l'ensemble de la Provence qui va être petit à petit atteinte. Et puis, au-delà de la Provence, les Cévennes également, vous voyez, vont être fortement touchées, alors que les Alpes le seront peut-être un petit peu moins. Et donc, il est possible de retracer la dynamique de cette épidémie sur le plan historique, et le fait de tracer cette épidémie sur le plan historique doit nous renseigner aussi sur les mécanismes de transmission de cette épidémie. Pour pallier cela, le régent et son gouvernement font des choses, vous voyez, c'est un sujet historique qui est un sujet d'actualité. Qu'est-ce que fait installer le régent? Il fait installer un mur qui s'appelle maintenant le mur de la peste. Pour les personnes qui aiment la randonnée en Provence, vous pouvez croiser au pied du Luberon le mur de la peste, ou ce qu'il en reste, pour encercler en réalité la Basse-Provence qui était infectée par cette grande mortalité. Et le régent faisait placer sur ce chemin des dragons qui, fusils pointés vers la Basse-Provence, empêchaient tout mouvement de population. Et donc, vous voyez que c'est un sujet d'actualité. Et donc, cette épidémie, en réalité, dont je vais vous décrypter les aspects strictement microbiologiques, cette épidémie à Marseille fait partie d'un épisode plus général que l'on appelle la deuxième pandémie de peste, qui est figurée sur cette carte. Et cette carte, vous aurez à partir du mois de janvier la possibilité de la retrouver, puisque Rémi Barbieri, Didier Raoult et moi et nos collaborateurs anthropologues et historiens feront paraître au mois de janvier 2021 une revue entière sur la peste qui comporte évidemment ces données historiques, et cette magnifique carte est due à Rémi Barbieri. Bref, l'épisode de Marseille 1720, c'est un épisode parmi d'autres dans cette grande vague de pandémie qui démarre en réalité au XIVe siècle en Europe et qui va s'achever peut-être par l'épidémie de Marseille, ou peu s'en faut à la moitié du XVIIIe siècle, pour redémarrer ensuite à la fin du XIXe en Chine. Donc là aussi, vous voyez, je pense qu'il est intéressant de mettre en perspective ce qui nous arrive en ce moment de cette épidémie de peste, et ça doit nous donner également des éléments de réflexion. Alors la question qui nous a été posée il y a quelques années par Michel Signoli, Olivier Dutour aussi beaucoup à l'époque, c'est finalement Olivier Dutour et les anthropologues et historiens de Marseille de la faculté de médecine sont venus nous voir, nous c'est Didier Raoult, Gérard Aboudaran, moi-même,
en disant, ben voilà, on dispose de ça. On dispose de deux choses. Nous disposons d'une part de squelettes enfouis en dehors d'un cimetière rue Leca à Marseille, dans le quartier historique de Marseille qui s'appelle le quartier du Panier, que certains d'entre vous connaissent. Et puis on dispose d'autre part d'un document extrêmement précieux qui est le registre des entrées et malheureusement des sorties de l'hôpital de la peste à Marseille en 1720-1722, qui est le registre de l'Hôtel-Dieu. L'Hôtel-Dieu, c'était l'hôpital de Marseille à ce moment-là. Il était tenu par des religieuses. Et donc, ils sont venus nous voir en disant, ben voilà, entre le registre qui nous indique que ces squelettes sont les squelettes qui correspondent manifestement à l'épisode de 1720 et 1722, est-ce que vous, au niveau du laboratoire, vous avez une capacité à prouver qu'il s'agit bien de la peste? La peste, sa définition, c'est une maladie infectieuse mortelle qui est causée par une bactérie très pathogène qui s'appelle Yersinia pestis. Donc, la question qui nous a été posée il y a quelques années, par nos collègues de la faculté de médecine était est-ce que vous êtes capable, vous, le laboratoire de microbiologie, de prouver que ces squelettes-là, qui sont les squelettes de 1720-1722, que ces squelettes sont morts du fait de la peste, et donc est-ce que vous êtes capable de trouver Yersinia pestis dans ces squelettes? Donc la réponse aura été oui, bien entendu, et donc il a fallu, bien entendu, un travail historique, anthropologique, de corrélation de ces données pour que les anthropologues nous fournissent les bons échantillons, si je puis dire, sur lesquels nous avons travaillé avec Gérard Aboudaran et Didier Raoult. Et donc on s'est retrouvés rue Leca, Panier, devant cette situation que les anthropologues appellent, je crois, un charnier de catastrophe ou un charnier de massif. Et donc, lorsqu'il y a ce type de situation par opposition, si je puis dire, plutôt par complémentarité avec cette situation qui est la situation standard d'un squelette, une tombe bien répertoriée la plupart du temps dans un cimetière. Lorsque on est face à cette situation d'un charnier, finalement, eh bien, pour les charniers historiques, singulièrement du XVIIIe, plusieurs hypothèses peuvent être posées. Il peut s'agir éventuellement de faits de guerre, mais en principe, les anthropologues démasquent des plaies par arme blanche ou par arme à feu qui signalent des faits de guerre, quelle qu'en soit la nature. Il peut s'agir de famine, donc là, ce sont plutôt les données historiques qui vont indiquer qu'il y avait un épisode de famine à ce moment-là. Il peut s'agir de grand froid, ça ne pouvait pas être une hypothèse tenable pour Marseille en 1720, et donc finalement, l'hypothèse qu'il y avait, c'est qu'il s'agissait bien d'un épisode de grande mortalité épidémique, et c'est ce que nous avons prouvé. Donc nous avons travaillé non pas sur les os, je fais un flashback, lorsque l'on dispose de ce type de matériel, vous excuserez le terme un petit peu inapproprié de matériel, mais c'est malgré tout celui que je vais utiliser. Lorsqu'on dispose de ce type de matériel anthropologique, l'évidence, c'est de travailler sur les os. Ça se voit sur cette diapositive. Ce qu'il y a avant tout, ces os posent un certain nombre de problèmes et ils peuvent être contaminés par la flore du sol. Vous savez que le sol, bien sûr, n'est pas un milieu stérile, c'est un milieu qui contient beaucoup de bactéries, beaucoup de champignons, beaucoup de microbes. L'intérieur de l'os peut être lavé par la percolation à travers le sol au cours des décades et des siècles qui passent. Et à ce moment-là, le matériel organique qui va nous intéresser pour trouver les microbes peut être loin de l'os. Il est un petit peu difficile à travailler pour nous au laboratoire. En particulier, il faut le décalcifier. Les protocoles de décalcification sont des protocoles qui peuvent abîmer le matériel organique bactérien. Et puis, le point essentiel, c'est que la peste, puisqu'il s'agissait de faire un diagnostic, en réalité, ni plus ni moins un diagnostic de peste, la peste n'intéresse pas particulièrement l'os, pas du tout. Et donc, ce que nous avons inventé avec Didier Raoult, Gérard Aboudaran, et puis les plus jeunes qui travaillaient avec nous à ce moment-là, c'était de travailler sur la pulpe dentaire. Donc, les anthropologues nous ont fourni soit des mandibules, soit des dents, mais en particulier des mandibules au début. Et à partir de là, à partir de ces mandibules, eh bien, Gérard Aboudaran a inventé un protocole permettant de retirer les dents avec beaucoup de précautions et être capable, pour aller vite, d'ouvrir la dent et de récupérer le contenu. Et le contenu, c'est de la pulpe dentaire. Et c'est en travaillant par différents procédés de laboratoire, c'est le pulpe dentaire que nous avons pu prouver de façon indiscutable que oui, en 1722 à Marseille, il s'agissait bien
de la peste. En pratique, ce qui se passe, c'est que la pulpe dentaire contient une goutte de sang et finalement, dans la dent de quelqu'un d'un Marseillais décédé en 1722, et bien dans cette dent, on va retrouver une goutte de sang de ce Marseillais décédé en 1722. Et ce qui se passe dans la peste, c'est que la personne va décéder de peste dans une phase que l'on appelle septicémique, c'est-à-dire lorsque la bactérie a envahi le sang de la personne. C'est à ce moment-là, c'est quand la bactérie est passée dans le sang, se diffuse dans tout l'organisme par le sang, c'est à ce moment-là que le décès par peste va survenir. Et donc la bactérie est dans le sang, et donc si la bactérie est dans le sang et que la dent contient une goutte de sang, eh bien on a la capacité à trouver le microbe de la peste dans la pulpe dentaire contenue dans la dent. Et cela est vrai pour la peste et cela sera vrai pour tous les microbes dont on dit qu'ils sont septicémiques, bactériémiques ou virémiques. À partir du moment où le microbe passe dans le sang, eh bien, nous savons maintenant dans notre laboratoire qu'alors on a une capacité à trouver ce microbe, la peste ou un autre, à l'intérieur de la pulpe dentaire. Et ça, c'est une invention que nous avons faite ici à Marseille pour travailler, pour faire du diagnostic ancien. Et puis les choses ont progressé, singulièrement les travaux pionniers de Rémi Barbieri nous ont montré, vous voyez, qu'effectivement, lorsqu'on regarde la pulpe dentaire au microscope, eh bien, on voit des globules rouges. Ça, ce sont des globules rouges du sang. Et je vous garantis que ces globules rouges que vous voyez là, qui sont datés, vous voyez, de 150 ans maintenant, eh bien, ont une qualité microscopique morphologique qui est absolument identique à la qualité que l'on aurait si l'on faisait maintenant à moi une goutte de sang au bout du doigt et qu'on la regardait maintenant au microscope. C'est comme si c'était des globules rouges frais. C'est absolument incroyable, la même qualité morphologique, vous voyez, sur des échantillons provençaux du XVIe siècle. Et donc, on a la capacité, vous voyez, à voir le sang et donc à le voir en réalité sur des siècles et des siècles. C'est moins figuré sur cette diapositive, mais Rémi Barbieri a travaillé sur des échantillons qui ont 2000 ans et sur des échantillons qui ont 2000 ans, et ça, il l'a publié. Et bien, on voit les globules rouges, on voit les globules blancs du sang avec la même qualité que des échantillons modernes. Et donc, c'est à partir, vous voyez, de cette goutte de sang contenu dans la pulpe, contenu dans la dent, que nous avons travaillé et qu'en réalité, tous les travaux qui sont faits sur ce domaine de la peste depuis maintenant 20 ans ont été réalisés. Donc, c'était une invention que de travailler sur la pulpe dentaire qui a été faite ici et qui est une invention extrêmement importante dans le domaine des maladies infectieuses anciennes et de ce qu'il convient d'appeler la paléomicrobiologie. Et puis, on a inventé, vous voyez, des techniques de laboratoire que l'on a appelées avec Didier Raoult PCR suicide. Je passe sur les détails techniques, mais vous les avez dans cette présentation pour ceux que ça intéresse. Au-delà des travaux pionniers que nous avons mis en place, eh bien, plusieurs équipes en Europe, puisque la paléomicrobiologie, c'est un domaine d'excellence en Europe. Ça se trouve beaucoup moins bien sur les autres continents. C'est vraiment un des domaines de recherche sur lequel l'Europe est pionnière et en avance pour une fois. Et donc, tout un tas d'équipes se sont mis à travailler à partir des méthodes que l'on a mis au point dans ce laboratoire et en particulier, vous voyez, pour démasquer de façon absolument extraordinaire le génome complet des microbes de la peste. Et on dispose maintenant, Rémi vous le redira dans la séance de questions, comme l'on dit au Parlement, eh bien, il vous dira le nombre de génomes de la peste dont on dispose actuellement sur une période de temps qui est de plus de 5000 ans en Europe. Donc, on a, grâce aux techniques mises en place dans ce laboratoire, on a collectivement maintenant une très, très bonne connaissance tout de même du microbe de la peste en Europe et dans ce que l'on appelle, nous, l'Eurasie, au cours des 5 derniers millénaires. Donc, on a vraiment une connaissance extrêmement importante, mais pas complète. Il reste des questions à poser que l'on va continuer à travailler dans ce laboratoire. Et puis, on peut détecter le microbe de la peste par d'autres méthodes, et en particulier, on peut détecter ce que l'on appelle des antigènes du microbe de la peste, c'est ce qui est figuré là. Et puis, on a mis en place, nous aussi, d'autres méthodes au-delà de l'analyse des génomes. On a mis en place, par exemple, des méthodes que l'on appelle immuno-PCR, que l'on a exploitées pour démasquer le microbe de la peste, et puis on a mis en place des méthodes de sérologie et d'analyse des protéines. Ça, c'est quelque chose d'un peu nouveau, ce que l'on a inventé là aussi dans notre laboratoire, c'est ce qu'on appelle la paléoprotéomique, l'analyse des protéines anciennes. Et lorsque l'on analyse toujours dans la pulpe dentaire les analyses anciennes, eh bien en pratique, on a des informations sur les microbes, par exemple Yersinia pestis, l'agent de la peste, mais on a également des informations sur l'individu qui est mort et on a, vous voyez,
on est capable de tracer des protéines de la personne qui est décédée de peste et de commencer à avoir une connaissance des facteurs de coagulation dont on sait, pour revenir à l'actualité, que c'est un point extrêmement important dans la maladie Covid, par exemple. Et puis, on a des éléments sur les anticorps, c'est-à-dire sur la sérologie de la personne. Et là aussi, c'est un sujet tout à fait d'actualité. Et donc, basé sur ces travaux de paléoprotéomique, eh bien, on a dérivé depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans, dans le laboratoire des travaux que l'on appelle de paléosérologie. Et donc maintenant, on est capable de faire de la sérologie des maladies infectieuses sur des échantillons anciens. Alors la sérologie de la peste, ça n'existe pas, donc je ne peux pas vous la faire voir, mais c'est un autre exemple d'une sérologie d'une autre maladie qui est la syphilis. Et donc, vous voyez, on a mis ça au point dans notre laboratoire, d'être capable de faire de la sérologie sur un individu qui est un individu du 8e siècle. Là. Donc, on a une capacité, vous voyez, absolument incroyable. Maintenant, on a une panoplie technique. Et on pratique cette panoplie technique. Moi, ce que je fais depuis maintenant 15-20 ans avec Didier Raoult et les plus jeunes autour de nous, c'est en réalité faire du diagnostic. Donc, ce que je vous montre là, c'est simplement des outils diagnostiques dont on dispose par ailleurs au laboratoire, appliqués à des échantillons anciens. Alors pour l'appliquer, il faut un petit peu de cuisine de laboratoire, mais fondamentalement, ce que l'on fait, c'est du diagnostic de maladies infectieuses sur des échantillons anciens, là dans l'exemple plus particulier du diagnostic de la peste à Marseille. Ces connaissances que l'on a à travers ces travaux de paléomicrobiologie sont extrêmement importantes et nous permettent, en effet, sont des outils dont l'utilisation intellectuelle nous permet de mieux comprendre la dynamique des infections. Rémi, éventuellement, vous réexpliquera ça au moment de la session de questions. Mais ces travaux nous ont permis de comprendre qu'en réalité, en montrant qu'il y avait des personnes qui étaient co-infectées par la peste, Yersinia pestis, c'est par un autre microbe qui s'appelle Bartonella quintana. Cet autre microbe est responsable d'infections chez l'homme, toujours en ce moment, et on sait qu'il est transmis par les poux de corps, celui-là. Et donc, quand on a vu ça, eh bien que ce soit les poux de corps, ça nous a mis la puce à l'oreille, non pas le pouls, mais la puce à l'oreille, en se disant, et si la peste aussi était transmise par les poux de corps? Et donc, vous voyez, ces travaux de paléomicrobiologie sur Marseille en 1720-1722 nous ont fait approcher un élément de dynamique de l'épidémie qui était mal compris, mal connu, ou qui, pour être plus honnête, avait été complètement oublié dans la littérature médicale et scientifique, qui est que ce microbe-là de la peste peut être transmis par des ectoparasites de l'homme. Et alors, si on met ça en perspective, ça éclaire d'un seul coup ces épidémies catastrophiques et massives, comme on les a rapportées. Rémi vous réexpliquera ça. Donc voilà, c'est travaux de paléomicrobiologie un petit peu rapidement présentés, mais je pense que cette présentation aura permis à l'ensemble des participants de comprendre la richesse des outils de laboratoire dont on dispose maintenant, de comprendre que nous travaillons sur la pulpe dentaire, qui est un échantillon absolument merveilleux, de comprendre qu'on s'intéresse à la transmission et donc aux ectoparasites, et donc il doit y avoir un dialogue avec les anthropologues qui fouillent les charniers pour essayer de récupérer des ectoparasites dans les sédiments autour des squelettes, éventuellement les partager avec nous au laboratoire pour que nous démasquions les microbes pathogènes dans ces ectoparasites anciens. Donc tout ce travail, tous ces outils de laboratoire que l'on a mis en place depuis 15-20 ans ici à l'IHU, de mon point de vue, permettent d'assurer les travaux d'anthropologie que réalisent nos collègues. Et donc, en réalité, ce que nous faisons, nous, au laboratoire, est très modeste, c'est de donner un diagnostic de certitude. Je pense que ces travaux de microbiologie sont contributifs, du coup, à l'histoire tout court et à l'histoire de la connaissance. Ça, c'est un point qui m'intéresse beaucoup, même si je n'ai malheureusement pas le temps de le travailler suffisamment par moi-même. La nosologie, c'est-à-dire la capacité des docteurs et du public à séparer les maladies les unes des autres. C'est un sujet qui est intellectuellement extrêmement intéressant et qui est en pratique un sujet qui est renouvelé tous les jours en médecine. Et puis, bien sûr, dans mon champ à moi, eh bien, c'est extrêmement important d'accéder à ces génomes de microbes anciens, ces génomes anciens, pour comprendre comment ces microbes très hautement pathogènes ont pu évoluer au cours du temps. Et puis, surtout, encore plus important, comment la dynamique de ces épidémies, sur l'exemple de la peste, a pu se mettre en place. Et donc, ce que l'on fait en pratique aujourd'hui, notamment avec Rémi et avec d'autres jeunes autour de lui, autour de Didier Raoult et moi, eh bien, c'est d'ouvrir le champ des possibles. En réalité, souvent, dans ces épidémies, on finit par reconnaître un seul
mécanisme épidémique qui est censé tout expliquer. C'est souvent inexact. Souvent, il y a plusieurs modalités par lesquelles les microbes, les virus pour l'actualité, peuvent passer d'une personne à une autre dans les populations. Et donc, ce qui est extrêmement impossible, c'est ouvrir en permanence le champ des possibles. Le champ des possibles, c'est comment le microbe peut-il passer d'une personne à une autre, à une deuxième, à une troisième au sein des populations. Et donc, bien entendu, l'ensemble de ces travaux, c'est présenté en 20 minutes, 20 ans de travaux. Donc, c'était un petit peu un challenge pour moi. 20 ans en 20 minutes, ce sont des travaux fondamentalement multidisciplinaires, transdisciplinaires, animés par notre bon patron Didier Raoult, qui est le directeur de cet Institut Méditerranée Infection, en collaboration avec les anthropologues Olivier Dutour, Michel Signoli, en collaboration avec une expertise en art dentaire qui est emmenée brillamment par Gérard Aboudaran, et puis au cours de toutes ces années, des jeunes doctorants, post-doctorants qui animent ces travaux de recherche. Et voilà, 3 jeunes qui vient de passer sa thèse, qui va bientôt passer sa thèse dans 4 semaines et qui est en cours de thèse. Je vous remercie.